Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous donne une idée de ce que pourrait contenir une page Moodle relativement complète. C'est parti! Juste un petit mot avant de commencer, vous me direz mais pourquoi ne pas prendre tout simplement un PowerPoint? Je n'ai aucun problème avec ça, si vous avez un PowerPoint vous pouvez l'utiliser parfaitement en cours. Par contre, l'avantage de Moodle c'est si dans votre PowerPoint vous avez beaucoup d'activités, des choses à faire aux étudiants et des infos à obtenir de la part des étudiants, eh bien écoutez, Moodle sert exactement à ça, gérer les dépôts de documents, gérer la notation, gérer les interactions. Moi j'avoue que ça me facilite la vie d'avoir tout dans Moodle plutôt que d'avoir des fichiers un petit peu éparpillés. Vous connaissez, j'en suis sûr, le rapport des étudiants à l'écrit. Je vous propose donc de commencer par une petite vidéo d'introduction de manière à leur donner une idée visuelle de ce qui les attend dans le cours. Idéalement, dans cette vidéo, ce serait vous qui feriez la présentation et on verrait votre visage. Je vous avoue que dans la vraie vie, il est plus facile d'enregistrer un écran que de se filmer soi-même. Moi, j'ai un petit peu laissé tomber. La deuxième chose que j'insère, c'est généralement ma carte de visite avec mon nom, mon adresse mail, mon lien LinkedIn et YouTube, etc. Bien sûr, ensuite, les étudiants ont besoin d'avoir le fameux syllabus, la liste des choses qu'ils vont apprendre. Alors, je vous avoue, idéalement, j'aurais aimé faire une page Moodle, mais quand on a plusieurs cours qui se ressemblent, c'est quand même beaucoup plus facile pour l'enseignant de mettre des documents. Je vous invite donc à mettre tout simplement le syllabus. Évidemment, vous pouvez le déplier et mettre directement le PDF de manière à ce que les étudiants puissent lire directement le contenu, votre méthode, etc. Bref, tous les éléments que doivent contenir votre syllabus. Et ensuite, quand les étudiants n'ont plus envie de le voir, eh bien, ils peuvent le replier. Si vous avez déjà fait de l'enseignement, vous avez découvert cette règle immuable. À chaque fois que l'on donne une ressource aux étudiants, s'il n'y a pas d'activité sur cette ressource, eh bien, personne n'y touche. Donc, c'est bien de donner le syllabus, mais à vrai dire, j'en profite pour faire un petit tour pour voir si les étudiants ont bien compris les règles du jeu dans mon cours. Par exemple, ce qu'il en est de la participation, ce qu'il en est du fait que les étudiants pourront éventuellement, dans certains cas, avoir à corriger les travaux des autres étudiants, c'est-à-dire aller voir. Et également le fait que les productions des étudiants pourront être publiés dans les forums, donc vus par les autres. En général, cela donne un petit peu de dynamisme au début du cours, de manière à ce que les gens sachent qu'il va falloir être tiré vers le haut et pas vers le bas. La plupart des écoles ayant accès à ScholarVox, c'est-à-dire un service de livres en streaming, je donne l'adresse de l'étagère que j'ai créée avec les livres relatifs à mon cours. Ici, par exemple, j'ai pris mon étagère de livres sur Excel. Comme précédemment, donner une ressource sans faire d'activité aboutit à rien. Donc, je fais un rallye de définitions, c'est-à-dire que les étudiants doivent aller chercher dans les manuels des définitions, et par contre, je leur demande pas de copier la définition, ça ce serait un petit peu du vol de copyright dans les bouquins. Non, je leur demande de mettre le lien vers l'endroit direct du livre, et en général, ça nous permet de remplir le glossaire, et donc d'avoir toute une série de références qui s'auto-alimentent par les étudiants en même temps que ça leur fait découvrir comment accéder à ScholarVox et comment aller lire les manuels de manière à ce qu'ils puissent les consulter, en particulier la veille de l'examen. Et bien sûr, je rajoute la biblio papier avec les liens vers la librairie locale, chez nous c'est Mola à Bordeaux, et éventuellement le lien vers Amazon pour les étudiants qui sont en distanciel. Et bien sûr, même pour le papier, rien ne vaut les visuels, je rajoute donc les couvertures de manière à donner une idée de à quoi ressemblent ces livres aux étudiants. Et bien voilà, comme je vous l'ai dit en introduction, le principe d'un cours, ce n'est pas le prof qui parle, ce sont les étudiants qui agissent. Il faut donc leur donner des activités. Et ici, tout au long du cours, je mets en place un forum où les étudiants peuvent non seulement poser leurs questions et répondre, donc je le mets dans l'intro de manière à ce qu'ils le retrouvent, mais également c'est l'endroit où ils auront à déposer leur production, et je trouve ça génial de faire en sorte que ce ne soit pas juste le prof qui voit
voit ce que les étudiants ont produit, mais que les autres étudiants voient ce qui est produit par la classe, et en général, cela leur donne l'envie de s'améliorer ou de poser des questions aux étudiants qui ont fait des choses extraordinaires pour avoir des trucs et astuces. À moins d'être en distanciel et en asynchrone, la plupart des étudiants aiment à certains moments travailler en groupe. On a donc la possibilité de les faire travailler soit en solo, soit en binôme, soit en petits groupes. Et là, nous avons dans Moodle des outils pour permettre aux étudiants soit de choisir leur groupe, ce qui vous permettra ensuite de mettre une note à la personne qui a remis et ça mettra la note à tout le groupe. Et l'autre possibilité, c'est pour vous de faire des groupes aléatoires directement dans Moodle. Ça vous évite d'avoir à faire des trucs dans Excel. Bon, l'avantage de ces outils, c'est qu'ensuite, nous avons la possibilité de permettre aux étudiants de travailler et de changer de groupe. Et moi, je trouve ça absolument génial dans l'idée du Jigsaw. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode. C'est l'idée de dire qu'il y a des groupes pour, par exemple, un travail de découverte, et ensuite, il y a des groupes pour aller plus loin, le travail d'expertise. Vous pouvez jongler avec ça, en tout cas, c'est pourquoi dans ma classe, il y a 2 types de groupes. Il est bien sûr possible ensuite d'enchaîner directement, verticalement, sur la séance 1. Mais je vous avoue, c'est pas exactement comme ça que je fais. En général, je change le format de mon cours et j'essaye d'avoir des onglets en haut. C'est beaucoup plus facile pour les étudiants. Je vous montre. Voilà, lorsque j'ai plusieurs séances avec les étudiants, je préfère mettre les onglets en haut de manière à ce que les étudiants puissent naviguer rapidement et simplement. Vous noterez donc que j'ai mon déroulé. La première section s'occupe de tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les généralités. Ensuite, nous avons les différentes séances ou les différents thèmes. Bref, vous pourriez même mettre la date de chacune des séances dans le titre, ce serait très simple aussi. Et ensuite, j'ai les sections un petit peu thématiques comme l'entraînement à l'examen lui-même et pourquoi pas les différents rappels que l'on pourrait faire pour les remises à niveau, je vous en parlerai tout à l'heure. Ah oui, j'avais oublié de vous en parler tout à l'heure. En général, je crée une page tout en haut de mon cours qui est cachée pour les étudiants et dans laquelle je prends mes petites notes pour savoir ce que j'ai dit, ce que j'ai oublié de dire, ce qu'il y a à faire pour la prochaine fois. Et je me dis que si jamais quelqu'un doit me remplacer, eh bien c'est drôlement plus facile d'avoir tous les éléments directement dans ma page de cours. Personnellement, ça m'évite d'avoir des fichiers Word qui traînent où je m'y retrouve jamais. Je sais que toutes mes notes sont dans mon cours. La séance 1 est un petit peu particulière puisque je leur demande de faire en amont, si c'est possible, une évaluation de niveau qui me permettra de savoir un petit peu à quoi m'attendre pour mon premier cours, quel est exactement le niveau des étudiants et le degré d'hétérogénéité de ma classe, et cela me permettra bien sûr de comparer avec les résultats de l'examen final. Tout comme vous le faites sûrement dans votre PowerPoint, il y a forcément un moment où il faut gérer le temps et indiquer ce qui va se passer et quand ça va se passer. C'est d'autant plus important pour les étudiants qui sont en distanciel et qui peuvent avoir des connexions qui plantent et donc qui ont besoin de savoir à quel moment se reconnecter, etc. J'essaye donc de leur indiquer tout ça et évidemment, il m'arrive de venir faire des petites modifications quand je m'aperçois que je ne tiens pas le timing. Pour les étudiants qui arrivent un petit peu plus tôt ou à faire dès le début du cours, j'essaye de prendre des nouvelles. Alors évidemment, quand on est en petit groupe, on fait ça à l'oral, ça marche très très bien. On pose des questions aux étudiants, on les fait parler un petit peu. Et ensuite, quand on est en grand groupe, ça devient très compliqué. Donc moi, j'ai tout le temps un petit feedback qui est là. Et donc on peut peut-être jeter un coup d'œil à quoi ça ressemble. Alors ici, c'est la version prof. Vous avez ici les différentes questions que je pose aux étudiants pour les mettre un petit peu dans le bain et savoir comment ils vont. J'insère bien sûr là-dedans des questions qui vont introduire un petit peu mon cours ou qui vont reprendre les éléments du cours d'avant pour leur rafraîchir la mémoire. Évidemment, je montre le résultat anonymisé de ce feedback dès qu'il est rempli, de manière à donner une idée aux étudiants de l'ambiance du cours, en particulier lorsqu'ils sont en distanciel. Si jamais il y a des étudiants qui ont répondu qu'ils n'allaient pas bien, je profite de la première activité où les étudiants seront en groupe
pour les contacter. Et j'avoue que ça, c'est encore un avantage du distanciel. Quand je suis dans la classe, c'est difficile de prendre en aparté les gens pour leur demander comment ça va. À distance, il suffit de faire une petite visio individuelle et je peux savoir ce qu'il en est de mes étudiants et essayer de trouver des solutions pour que les choses se passent bien ou au moins les rassurer. Ah oui, vous n'avez peut-être pas eu le temps de regarder, mais il y a un outil génial dans les feedbacks qui me sert beaucoup avec le comment allez-vous. Il y a un onglet qui m'affiche le nom des gens qui n'ont pas répondu. C'est drôlement plus facile de cocher les absents ou de les appeler à l'oral pour vérifier s'ils ont répondu ou s'ils sont vraiment absents, mais ça me fait beaucoup moins de noms à appeler. Évidemment, le démarrage ensuite du travail consiste à leur donner des situations et à essayer de les faire réfléchir ou de les mettre dans le bain. Comme tous les profs le savent, le plus dur, c'est de donner du sens à ce qu'on va leur apporter. Je trouve que ces mises en situation ou ces petits cas de réflexion sont idéaux. Une autre chose qui est possible, c'est par exemple de faire un nuage de mots dans les outils qui sont à votre disposition. Alors Moodle n'est pas génial là-dessus, mais rien ne vous empêche d'insérer un lien vers les plateformes fournies par votre école. De plus en plus, je note que les étudiants ont du mal à lire les documents. J'ai donc commencé à mettre en vidéo les questions que je leur pose et voire même les propositions que je leur fais, surtout lorsqu'il s'agit de mini-cas sous forme de quiz. Donc n'hésitez pas à rajouter du multimédia, comme on dit, dans vos quiz. Finalement, je m'aperçois que ça aide certains étudiants, même si c'est un petit peu plus long par rapport à ma vitesse de lecture, mais comme les étudiants lisent lentement, finalement, ça va à la même vitesse. Alors ensuite, j'ai mis le petit moment où il y a les outils pour comprendre, c'est-à-dire votre rapport, souvent théorique ou alors pratique, enfin bon bref, tous vos outils, n'hésitez pas à mettre vos documents vidéo avec quiz, vos fichiers PDF, vos fichiers Word, vos articles, bref, tout ce que vous voulez, c'est là-dedans que vous le mettez. Mais quoi que vous donniez aux étudiants, de toute façon, s'il n'y a pas d'activité pour les faire lire, manipuler, réfléchir, eh bien cela ne sert à rien. Donc n'hésitez pas à rajouter tout ce qu'il faut pour que les étudiants aient des choses à faire et du temps pour se poser des questions, quel que soit le degré, groupe, individuel, etc. Et comme j'aime bien que les étudiants remettent leur travail, écoutez, soit je mets le dépôt directement dans le forum, si je suis assez confiant d'après ce que j'ai vu dans les petits groupes, ou alors je leur mets un dépôt de devoir avec une grille d'évaluation et j'essaye de donner quelques retours là-dessus. Vous noterez que partout dans Moodle, dans les corrections de devoirs, dans les forums, vous avez la possibilité de vous enregistrer ou de vous filmer directement. Je trouve que c'est très utile car, vu le rapport des étudiants à l'écrit, je sens bien que mes annotations ou mes commentaires que je prends du temps à faire ne sont jamais lus. Eh bien, je vous invite à tester et peut-être passer à un autre mode de retour aux étudiants. Et je trouve que lorsque vous avez un petit peu mis en place votre matériel, c'est beaucoup plus intéressant de voir pour l'étudiant comment vous lisez leur travail, comment vous le commentez en direct, plutôt que de vous lire. Enfin bien sûr, une séance de cours ne peut pas se terminer sans que les étudiants puissent donner leur avis, et en général je profite de ce feedback des étudiants pour mettre toutes les choses qui n'ont pas très bien marché, avoir leur retour et avoir leur demande de conseils, ce qui aurait été utile pour améliorer cette séance. Si votre syllabus inclut des prérequis, je vous invite à fournir quelque part des endroits où les étudiants peuvent rattraper leur niveau. Ici, moi je mets dans la partie rappel des contenus H5P, c'est-à-dire des vidéos inclus avec plein de petits quiz à chaque étape de manière à vérifier que les étudiants avancent bien. Et donc on a ici plein de petites vidéos. Qu'il s'agisse ensuite des cas d'entraînement ou des examens, je me sens bien dans mes bottes lorsque je leur ai donné et le sujet à faire et également une correction, et en général j'ai opté la plupart du temps pour une correction vidéo.
Comme vous le savez, les étudiants, notamment s'ils sont en distanciel, vont avoir plusieurs fenêtres à gérer et donc ils vont probablement réduire la taille de votre cours. Et donc je vous invite à vérifier qu'à chaque fois votre cours est lisible, que ce soit sur une petite fenêtre ou que ce soit sur leur mobile, si jamais les étudiants ont envie de consulter votre cours, le réviser par exemple dans les transports, etc. Et leur téléphone va servir à ça. Vérifiez donc que votre page apparaît correctement, que l'on arrive à se servir de la plupart des outils et que ça reste lisible dans la plupart des cas, et vérifiez bien un petit peu tout ça. Je sais que certaines écoles choisissent des thèmes qui laissent beaucoup de marge à droite et à gauche, n'hésitez pas à demander à ce que cela prenne un petit peu moins de place de manière à ce que tout soit utilisable. Et bien voilà, c'était un petit tour de mon organisation. Vous aurez compris que quasiment chacune de ces thématiques mériterait en soi une petite vidéo, car il y a plein de détails qui me viennent à l'esprit, mais je ne voulais pas surcharger cette petite intro. Et bien écoutez, au plaisir de vous retrouver pour une suite de nos aventures pédagogiques. À bientôt, au revoir.